Bonsoir à tous et bienvenue sur Monaco Info pour découvrir les grands titres de l'actualité du jour. Les suites de l'enquête sur l'explosion survenue rue Révérend Père Louis Frolla. Le corps de la principale suspecte aurait été retrouvé enterré près de Kiev. C'est ce que révèle la presse ukrainienne. L'attente puis la délivrance pour les lycéens de Monaco. Aujourd'hui ont été proclamés les résultats du baccalauréat. Le premier invité du journal sera le directeur de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports, Jean-Philippe Vinci, qui nous détaillera les résultats selon les sections et les établissements. Plus de 97% de réussite, notamment en série générale. Après la mise à l'eau hier du nouvel IMOCA Team Malizia, nous retournerons à Lorient pour assister au dernier réglage technique sur le bateau, dont une manœuvre, vous le verrez, très impressionnante et capitale. Les beaux résultats du volley à Monaco. Eva Hamzaoui, qui a été le coach des féminines et revêt cette saison maintenant les habits de manager de l'AS Monaco Volley, viendra dresser le bilan de la saison écoulée, dont 2 titres de champion de France en Masters féminin et masculin. Et puis nous découvrirons les premières vacations des ventes aux enchères estivales d'Arcurial. C'est un nouveau développement important dans l'enquête sur l'explosion qui a visé la semaine dernière Vadim Ermolev. La principale suspecte serait morte. Le corps d'Anastasia Berezovskaya aurait été retrouvé enterré à proximité de Kiev lundi soir. Elle aurait été tuée par balle. L'information a été donnée ce matin par la presse ukrainienne. Un officier des renseignements aurait été arrêté ainsi qu'un autre suspect. Le premier serait toujours en activité et le second serait un ancien agent des forces de l'ordre. C'était jour de résultats aujourd'hui à Monaco, des résultats toujours très attendus, ceux du baccalauréat. Après les épreuves est venu le temps de l'attente et maintenant la délivrance. Il faut dire que les résultats frôlent le sans faute. Christina Tomel et Alexandra Paolini étaient ce matin aux côtés des lycéens à l'heure de découvrir les listes affichées à l'entrée du lycée Albert Ier. Il est 11h devant les grilles du lycée Albert Ier, l'ambiance est fébrile. Dans une demi-heure, les résultats seront affichés. Pour ces lycéens, l'attente est interminable. Certains ont le nez rivé sur leur téléphone, d'autres ont préféré l'éteindre complètement pour ne plus y penser. Pas forcément hyper confiant, mais ça va. J'attends de voir en vrai, mais ce sera un peu aléatoire. Je pense que la philo, c'est aléatoire de base. Et la SES, c'était pas forcément le meilleur sujet qu'on a pu avoir. Donc je suis confiant, mais pas tant que ça. Super, j'ai un peu hâte. On verra les résultats. Et alors, qu'est-ce que tu vises ? Mention très bien, j'ai bossé pour, donc on verra les résultats en temps et en heure. Je vise rien. Et si j'ai une mention, pour moi, c'est qu'un bonus, mais j'espère la mention. Et qu'est-ce que tu veux faire ? Je pars en licence de droit à Aix pour après intégrer en police. J'ai bien révisé et j'ai déjà eu ce que je voulais sur Parcoursup, donc pas trop de pression. Non. 11h30, les résultats viennent d'être affichés et en quelques secondes, l'ambiance a totalement changé. Des cris, des embrassades, parfois quelques larmes aussi, de soulagement plus que de tristesse, mais aussi quelques petites déceptions. Très très heureux. Qu'est-ce que tu as eu ? J'ai eu mention bien à 15,02, juste au-dessus. Moi je suis un peu déçu, mais bon ça va, j'ai quand même eu assez bien. Et je sais pas mes notes, j'arrive pas à me connecter. Non, moi honnêtement très content, mention très bien avec 16,64 de moyenne. Pas très choqué, mais en même temps ça fait toujours plaisir. Reste maintenant à tourner la page pour les bacheliers. Pour les uns, ce sera la faculté à la rentrée. Pour d'autres, une prépa, un BTS ou encore une année pour voyager avant de se décider. Et pour évoquer plus en détail l'ensemble des résultats, nous allons rejoindre en plateau le directeur de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports, Jean-Philippe Vinci. Bonsoir Jean-Philippe Vinci. Bonsoir madame. Merci d'avoir répondu à notre invitation alors que les résultats officiels des examens de fin d'année et tout particulièrement du baccalauréat ont été proclamés aujourd'hui. Pour parler de ce fameux bac, comme on a coutume de le surnommer, ce bac 2026, c'est un très bon cru encore à Monaco. Oui, c'est un très bon cru, des résultats excellents. On a 97,4% pour les séries générales. On a 73% de mentions, donc c'est même trop facile. Et on a surtout, on est très content, 53 mentions très bien, dont 6 avec félicitations du jury. Donc vraiment de très bons résultats, j'allais dire à nouveau. Et c'est très bien pour les élèves et les enseignants.
Alors bien évidemment, ces résultats s'inscrivent dans le contexte d'une année qui a été marquée par le transfert des élèves du lycée Albert Ier de la Nonciade. Le défi logistique a été relevé, on peut le dire aujourd'hui au vu de ces très beaux résultats? Oui, voilà, il y avait quand même une légère inquiétude parce que les élèves ont suivi, j'allais dire, 2 déménagements. Un premier à la Nonciade, en plus, comme tout le monde le sait, à Noël. Donc il y a eu des très très gros efforts de l'État pour réduire la période en distanciel. Ça a duré 3 semaines, à 4 pour certains. Tous les personnels ont été mobilisés, donc les élèves ont pu reprendre un rythme normal, très important puisque pour le bac il y a du contrôle continu. Donc tous les efforts qui ont été consentis, ils n'ont pas été minces, ont donné vraiment des résultats, puisque au final, très bons résultats. Et on peut s'en féliciter, et les personnels maintenant ont droit à des vacances. Puisque l'on parle du lycée Albert Ier, le chantier continue, les travaux sont toujours en cours, mais quel est le calendrier? La rentrée s'effectuera dans le bâtiment historique? Alors on a passé le baccalauréat au lycée Albert Ier dans des très bonnes conditions, notamment de température, puis c'était un peu l'actualité. Donc à la rentrée, effectivement, tous les lycéens retrouveront le lycée Albert Ier, rénové, magnifique, climatisé. Et je pense que tout le monde sera heureux de retrouver ce très beau bâtiment. L'enseignement supérieur, la poursuite d'études. Alors à Monaco, sans faute pour les BTS, 100% de réussite, il y a plusieurs filières. Mais où vont aller nos élèves? Alors au-delà du bac, parce que c'est vrai que les chiffres du bac chaque année sont très très satisfaisants, au-delà du bac, je suis très attentif à la poursuite des études. On a des élèves qui vont, là il y a une élève qui va à Cambridge, c'était vraiment un examen très très difficile. LSI, la Bocconi, il y a même une élève qui s'est, j'allais dire, payé le luxe de refuser Henri IV. Donc il y a des élèves qui ont le choix, ça fait vraiment très plaisir, et surtout pour la totalité des élèves, quasiment la totalité des élèves a au moins un vœu sur Parcoursup. Donc là aussi l'orientation est bien prise en main. Les résultats sont là, l'année a été compliquée, mais tout le monde a fait preuve de beaucoup de résilience. Quels enseignements tirerez-vous de cette année qui restera bien évidemment hors norme? Alors c'est vrai que les élèves et les professeurs ont été sur 4 sites. Alors moi je rêvais de travailler la liaison entre le collège et le lycée. Les professeurs se connaissent, se rencontrent, échangent. J'aurais pas pu réveiller mieux puisqu'ils étaient tous dans la même salle des profs. Et donc je crois que ça a créé des liens déjà avec les enseignants, ils se connaissent mieux, ils partagent des pratiques. Donc on va poursuivre sur cette voie. Et puis surtout, on s'est aperçu qu'on a des équipes soudées, prêtes à monter au créneau quand il le faut. C'est très précieux. Et vous vous êtes senti soutenu, surtout dans cette période qui était difficile. On se rappelle de l'annonce du transfert nécessaire fin décembre. Alors on a d'abord été soutenu par l'État. Et le ministre d'État a vraiment pesé sur toutes les décisions pour aller le plus vite possible. Donc ça, c'est évidemment, ça a été un soutien très très précieux. Et après, toutes les équipes qui n'ont pas pris de vacances ont tout fait pour que les élèves reprennent le présentiel le plus vite possible. Et là, les chefs d'établissement, toutes les équipes, le psychosocial, ça, ont beaucoup œuvré. Et les parents aussi, qui ont suivi avec un peu d'inquiétude le déroulement de ces déménagements, qui nous ont posé la question, est-ce que ça ne va pas nuire aux résultats, puisqu'il y a du contrôle continu? Là, on peut être enfin rassuré. On ne veut pas penser à des perspectives sombres, mais c'est vrai qu'il y a eu le distanciel lors du Covid, le distanciel cette année. Le fait de l'avoir réactivé, ça permet aussi quelque part de se préparer à pallier toute difficulté éventuelle. Alors c'est une solution de secours. Voilà, on sait que le distanciel a des limites, il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Là, la différence, c'est que pendant le Covid, les élèves ne pouvaient pas sortir. Donc, ils faisaient du distanciel tout seuls. Là, en fait, on a compris qu'ils se réunissaient chez eux pour faire du distanciel en groupe. Donc, ils se sont eux-mêmes aménagés. Mais on sait que c'est des solutions précaires. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps, parce que, évidemment, le rapport au professeur est essentiel. Ma dernière question se fera sous la forme d'un message que je vous propose d'adresser aux familles, aux élèves, aux enseignants après cette année hors norme. Et puis ces formidables résultats. Et alors que déjà, il faut songer à la prochaine rentrée 2026-2027. Là, je crois qu'on peut ce soir d'abord se féliciter, se rassurer aussi. Les équipes ont tenu bon, les parents aussi nous ont soutenus, les élèves ont bien travaillé, donc on peut être serein. L'année prochaine, il y aura un magnifique bâtiment qui va nous permettre aussi d'imaginer plein de choses. Et à la rentrée, vous verrez, il y aura beaucoup d'annonces, évidemment. On va essayer de maximaliser tout ce potentiel. Donc je dirais à chacun, surtout pour ceux qui sont en baccalauréat et qui nous quittent,
Vous allez pouvoir savourer aussi a posteriori tout ce que vous avez reçu à Monaco. Merci Jean-Philippe Vinci. Je me permets de vous souhaiter des vacances qui, je le sais, seront plus courtes que celles des élèves. Mais bonnes vacances tout de même et bravo pour ces beaux résultats de l'éducation nationale monégasque. Merci Jean-Philippe Vinci. Merci pour votre invitation. Reprenons le chemin de Lorient à présent. Hier, nous vous dévoilions les premières images de la mise à l'eau du nouvel IMOCA Team Malizia. Au-delà du moment fort que cela représente pour l'équipage et les équipes techniques, cette étape est capitale pour tester le bateau. Les explications de Gaëtan Lebrun sur des images de Lionel Bernardi. Après les tests statiques réalisés hier, place aujourd'hui à une étape incontournable avant les premiers essais en mer. Le test de stabilité à 90 degrés, Malizia 4 a été progressivement couché jusqu'à former un angle droit avec la surface de l'eau. Une manœuvre spectaculaire qui permet aux équipes de s'assurer que le bateau respecte les normes de la classe IMOCA. Pour respecter la jauge IMOCA, les bateaux font tous la même longueur, on a une largeur maximum, on a un mât et une quille monotype, on a un tirant d'eau maximum, mais il y a beaucoup de règles qui ne se voient pas et qui sont les plus complexes pour nous. Ce sont des règles de stabilité qu'il y a à respecter. Donc on doit, par exemple, le bateau quand il est à l'envers, il doit pouvoir se remettre à l'endroit tout seul. Et on a aussi un AVS, World Scale, donc un angle de chavirage. Tant qu'il n'a pas atteint 120 degrés, il ne doit pas se retourner. Pour vérifier qu'on respecte ces règles-là, on doit vérifier le centre de gravité du bateau. On va coucher le bateau à 90 degrés avec une grue, le coucher sur l'eau. On va mettre un peson en tête de mât et on va regarder combien le bateau se redresse. Et grâce à ça, on va pouvoir en déduire la position du centre de gravité verticale du bateau et savoir si on respecte bien toutes les règles de classe IMOCA concernant la stabilité. Place maintenant au test en mer afin que Malizia 4 soit opérationnel en septembre pour la traversée de l'Atlantique avec la course The Ocean Race. C'est une saison qui restera dans les annales pour le volley monégasque. Elle s'est achevée sur 2 titres de champion de France en Masters, plus de 35 ans féminin, et Masters, plus de 40 ans masculin, sans compter la régularité et les performances des équipes premières. Nous sommes ce soir avec Eva Hamzaoui, qui a été le coach des féminines cette saison. Bonsoir Eva. Bonsoir. Quel bilan dressez-vous de cette saison qui s'achève, que ce soit sur le plan des résultats et puis de la progression du groupe aussi, hein, c'est important. Oui, alors je vais dire un petit mot sur les garçons qui ont remporté leur poule, qui ont terminé premiers de leur poule et qui auraient pu accéder au niveau supérieur, donc bravo à eux. Et puis aux filles, bien sûr, qui ont fini sur le podium en 3e place de leur poule du championnat élite, et c'est extraordinaire. Et on en parlera peut-être un peu plus tard, mais c'est 2 victoires de championnat de France au championnat de France des plus de 35 et des plus de 40 ans. C'est une saison qui restera vraiment dans les annales. Quels ont été, selon vous, les moments clés de la saison qui ont marqué vraiment l'équipe dans les bons comme dans les moins bons moments aussi, hein, d'ailleurs? Alors les moments clés, donc évidemment ça a été l'arrivée de Sideline, que je remercie énormément parce qu'en fait c'est grâce à Sideline que nous avons pu se projeter comme ça dans un projet de performance. Et donc forcément ça a été une transition pour le club et une énorme opportunité. Ça nous a permis évidemment d'intégrer des joueuses professionnelles dans notre effectif, donc au fur et à mesure, et ça c'est une opportunité pour le volley féminin, mais aussi pour nos jeunes, pour nos locaux qui peuvent bénéficier aussi d'une meilleure offre de pratique, et ça c'est extraordinaire pour le club et pour le volley féminin. J'imagine qu'il a fallu être fort sur le plan technique, sur le plan tactique, mais sur le plan mental aussi, hein, c'est un tout. Bien sûr, alors cette année, donc c'est extraordinaire, on va pouvoir bénéficier de nouveaux créneaux d'entraînement qui nous permettra justement de mieux nous préparer d'un point de vue technico-tactique, parce que l'année dernière, en fait, on était une des équipes qui s'entraînait le moins, et c'est donc avec le mental aussi qu'on est allé chercher cette 3e place. Donc ça, c'est vraiment formidable, c'est un groupe qui, malgré tous les changements, est resté soudé et resté motivé à travers cet objectif commun. Et donc, c'est formidable d'avoir réussi à mettre tout son individu au service de ce collectif-là.
effectivement, c'est un sport d'équipe, le groupe est important. Est-ce qu'il y a tout de même une joueuse ou un secteur de jeu qui vous a particulièrement surpris par son évolution cette saison ? Moi, je trouve qu'on a été excellent dans le jeu arrière, c'est-à-dire tout ce qui est réception, défense. Donc ça a été un secteur qui a été, je trouve, notre force et qui, j'espère, continuera d'évoluer et de se perfectionner. Quelles vont être maintenant les priorités du staff pendant cette intersaison afin de préparer le prochain exercice ? Alors évidemment, il y a le recrutement. Hein. Comme je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes en train de nous professionnaliser. Donc nous allons recruter des joueuses professionnelles avec, ça va être des jeunes talents, prometteurs, des joueuses d'expérience, etc. Donc là, évidemment, on se concentre sur le recrutement, mais aussi de créer tout un écosystème, c'est-à-dire loger les filles, comment penser toute la logistique, véhiculer, le staff médical. On vient de créer un staff médical de très très haut niveau et ça c'est une avancée énorme pour notre équipe. Voilà, il y a tout un écosystème à penser et à construire et ce qui est passionnant et une vraie opportunité pour l'équipe mais aussi pour le club. Et pour bien comprendre en conclusion, quelles vont être les prochaines étapes pour continuer à le faire grandir ce club ? Quelles sont les ambitions sportives de l'équipe pour la saison prochaine ? Alors les ambitions sportives pour l'année prochaine sont clairement affichées, c'est de monter, donc de terminer première ou deuxième du championnat. Donc pour ça, on a vraiment des moyens qui sont mis en œuvre cette année pour permettre à notre équipe, staff et joueuses, de remplir cet objectif. Évidemment, j'ai parlé des joueuses, mais je voudrais parler du staff. On constitue un nouveau staff expérimenté, un staff international aussi. Et ça, encore une fois, ça va apporter beaucoup de richesse pour ce projet de performance. Voilà Eva Hamzaoui pour les ambitions principales de ce groupe, mais je sais que vous teniez aussi à ce que l'on mette en lumière ce soir les résultats des plus de 35. Il ne faut pas les oublier. Et oui, c'est historique pour le club. Donc en fait, les équipes féminines et masculines des plus de 35 ans, donc plus de 35 ans pour les filles et plus de 40 ans pour les garçons, ont été sacrés champions de France. Et c'est une énorme performance parce que ça s'inscrit aussi dans l'image du club qui finalement suit des athlètes. Les athlètes sont loyaux envers le club, restent depuis des années et finalement continuent à performer aussi au plus haut niveau en senior. Donc bravo, c'était un superbe événement, donc je remercie évidemment le club pour ça, pour l'accompagnement de ces deux équipes et bravo aux filles et aux garçons qui ont affiché un état d'esprit de solidarité et merci bien sûr à la Principauté. Voilà, le volley en force à Monaco. Merci beaucoup Eva Hamzaoui d'avoir été notre invitée. Merci. Et coup de projecteur maintenant sur le centre Speranza Albert II, cet accueil de jour destiné aux personnes résidant à Monaco et souffrant de la maladie d'Alzheimer ou de troubles cognitifs. Il disposait jusqu'à présent d'un minibus pour pouvoir les transporter matin et soir de chez elles jusqu'au centre, mais ce dernier devenait vétuste. Alors un nouveau, entièrement équipé, a été commandé et a été présenté cet après-midi. C'est le Rotary Club de Monaco qui a fait don de cette navette. Je vous propose d'écouter son ancien président à l'origine de ce projet, aux côtés du ministre des Affaires sociales et de la Santé. C'est une entité qui reçoit les personnes âgées, on va dire en service de jour, pour les occuper, ou les personnes qui ont des problèmes d'Alzheimer et autres. Et donc avec beaucoup d'activités. Et donc on est sensibilisé à cette question-là. Ils avaient un fourgon qui était un peu vieillissant, sans la clim. Donc par les temps qui courent et les moments actuels, c'est un grand plus d'avoir ce type de véhicule. Je dois à ce titre insister sur la gratitude que nous exprimons au Rotary Club de Monaco qui sollicité a bien voulu répondre positivement en offrant à la direction de l'action sanitaire et donc à la Villa Speranza qui en dépend ce véhicule qui vraiment, je le redis, va permettre d'améliorer le confort des bénéficiaires de cette villa. On le sait, ce sont des personnes âgées, des personnes fragiles, qui sont parfois un peu désorientées, qui peuvent être affaiblies par ces fortes chaleurs. Et donc les conditions de transport sont vraiment un point d'attention que ce véhicule, nouveau véhicule, vient améliorer de façon très appréciable. Des propos recueillis par Théo Schumer et Alexandra Paolini.
La maison Arcurial organise en ce moment même ses grandes ventes aux enchères estivales à l'hôtel Hermitage. De nombreux objets sont proposés lors de plusieurs vacations entre montres, bijoux, œuvres d'art ou encore maroquinerie. Voyez ce reportage de Fabien Bodilla et Alexandra Paolini. 3 jours d'enchères de ce lundi à mercredi. La maison Arcurial organise depuis de nombreuses années sa traditionnelle vente aux enchères estivales à l'hôtel Hermitage. Nous présentons justement plusieurs spécialités dans nos ventes qui durent une semaine, on va dire, de vente, 2 jours d'exposition plus 3 jours de vente. On a les départements de luxe, donc notamment les bijoux, donc la joaillerie, l'horlogerie. On a une vente qui s'appelle Le Temps est féminin, c'est une vente qui est dédiée à l'horlogerie de femmes. Les sacs à main, comme vous voyez derrière moi. Et après, on a Monaco Sculpture que nous faisons en partenariat avec la SBM qui permet justement de placer les sculptures d'art contemporain très grandes. Et c'est plutôt des sculptures d'extérieur dans plusieurs endroits de la SBM. 6 vacations sont au programme durant ces 3 jours, à commencer par ce lundi à 14h et une vente consacrée aux montres pour femmes, 68 au total, allant de Piaget à Rolex, en passant par Audemars Piguet, Chopard ou encore Cartier. À 11 000 une fois, 11 000 2 fois, sold 11 000. Thank you very much. C'était la première vente d'horlogerie consacrée aux montres de dames, Le Temps est féminin. On est très content du résultat. On a vendu quasiment la totalité des lots avec des très beaux scores, très intéressants, surtout sur les montres Cartier. On voit un regain d'appétit des collectionneurs sur les montres de joaillerie, les montres de petite taille. Donc voilà, on est très satisfaits. Durant ces 3 jours, une exposition de l'artiste Kees van Doggen y est présentée. 4 toiles qui ne sont pas à la vente cet été, qui le seront le 24 octobre prochain à Paris, dont cette grande toile d'1,30 m sur 97 cm, estimée à 800 000 €, où l'on peut reconnaître Brigitte Bardot. C'est une histoire assez extraordinaire en fait. Il faut imaginer que ce tableau a été fait en 1959. Brigitte a 25 ans, elle a tourné quelques années auparavant et Dieu créa la femme, et Kees van Doggen a 82 ans. Et Paris Match a l'idée d'organiser cette rencontre entre 2 monstres sacrés, ou l'étoile et le monstre sacré, à l'atelier de l'artiste rue de Courcelles à Paris. C'est un tableau qui a eu beaucoup de succès puisqu'une lithographie qui avait été éditée à 150 exemplaires a été tirée et ça a été l'affiche d'une exposition au Palais Galliera en plus. Mais le tableau en tant que tel est resté dans la famille du peintre et n'a donc pas été vu depuis très longtemps. Ce sera une vraie redécouverte pour le public au moment de la vente. En attendant cette vente en octobre à Paris, la suite des vacations Arcurial à l'hôtel Hermitage, et ce jusqu'à mercredi. 3600. Qui dit mieux ? Un détour à présent par l'espace 22 qui présente une exposition des œuvres de l'artiste El Gouant. Le peintre a puisé son inspiration à Monaco, un regard personnel mis en forme par sa technique axée sur la pureté de la matière. Alban Gingembre et Camille Caloni vous en livrent un avant-goût. Une palette de couleurs éclatantes, c'est la signature de l'artiste El Gouant. Il travaille sur la pureté de la matière avec des pigments à leur état pur pour une intensité chromatique et des textures hors du commun. Ich arbeite mit 100%igen Pigmenten. Das Besondere an meinen Arbeiten ist daran, ja, wie ich schon sagte, mit 100%igen Pigmenten zu arbeiten. Ich arbeite mit Materialien wie Lino teilweise und verwende auch verschiedene Materialien und verschiedene Techniken. Ja, jedes Bild von mir ist individuell angefertigt worden und ist ein Unikat. La principauté vue en couleur, c'est de cette façon qu'El Gouant représente Monaco dans ses œuvres. Il trouve son inspiration dans la beauté du pays rouge et blanc. Absolute Favorit von mir ist das Casino-Bild von Jackpot. Das ist vergleichbar wie diese 2 Asse, weil das Casino praktisch mich immer wieder inspiriert hat. An diesem Platz habe ich angefangen, das erste Mal war ich in Monaco gewesen und ja, die Inspiration kam halt wieder mit den Pik Ass, mit der 1 Million und das Casino. Ma perspective, mon monde est coloré et abstrait. C'est le titre de cette exposition visible à l'espace 22 jusqu'à la fin du mois de juillet. L'espace 22 dont le fondateur était Edmond Pastor, l'occasion pour nous de lui rendre hommage. Il s'est éteint un samedi à l'âge de 89 ans. Entrepreneur, descendant de Jean-Baptiste Pastor, il avait notamment joué un rôle central dans la construction du Sporting d'été et du parking des Boulingrins. Il avait également fondé la société Trasomar de travaux maritimes. Passionné par le pays du soleil levant,
Edmond Pastor fut également consul général honoraire du Japon. Ainsi se referme ce journal. Dans un instant, les prévisions météo présentées par Christinda Petit-Homel. Pour clore ce journal, la série de photos de fin d'édition a été prise par Manuel Vitali qui a suivi ce matin une session d'atelier jeunesse au Grimaldi Forum autour de l'exposition Monaco et l'automobile. Nous y reviendrons dans un reportage demain et nous nous retrouverons donc à 19h pour un nouveau journal. Je vous souhaite une très belle et douce soirée. Bonsoir à toutes et à tous. Demain sur la Principauté, le soleil dominera largement la journée. Quelques passages nuageux viendront ponctuellement traverser le ciel, mais ils resteront sans conséquence. Les températures, quant à elles, seront comprises entre 22 et 29 degrés. Et comme chaque mardi, un mot sur la météo de l'eau. À Monaco, les sources locales couvrent entre 15 et 25% de notre consommation en eau, une ressource précieuse qu'il est essentiel de préserver. Privilégier les gestes simples du quotidien, comme par exemple limiter le temps sous la douche ou encore éviter de laisser couler l'eau inutilement, permet de contribuer à faire ses économies. Et puis sinon, demain, nous fêterons les Thibauts, alors un prénom d'origine germanique signifiant le peuple audacieux porté depuis le Moyen-Âge et toujours très apprécié aujourd'hui.